Voilà. Bien, mesdames, messieurs, chers amis, c'est la dernière ligne droite, ou bien la dernière tangente, ou bien la dernière courbe, si je reprends les trois possibilités d'itinéraire qui nous ont été présentées par Marwan Rached lors de la première conférence de cet état des lieux. Et j'ai le plaisir de donner la parole donc à Véronique Dequet, qui est maîtresse donc de conférences à l'Université de Paris à Panthéon-Sorbonne, c'est comme ça qu'on dit, et qui a fait une thèse avec Joël Biard sur Dietrich de Freiberg, un des auteurs qu'évoquait tout à l'heure Catherine Koenig-Pralon en parlant de la mystique allemande et de cette école que l'historiographie allemande avait fait monter, si je puis dire, en puissance face aux auteurs privilégiés par Victor Cousin en France. Et donc, elle va nous parler... alors, je ne sais pas de quoi à dire, mais il y a un titre qui me fait rêver, « Se souvenir du futur ». Merci beaucoup Alain et merci beaucoup pour cette invitation qui m'honore. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui. Et dans cette conférence, je voulais présenter les premiers résultats d'une recherche en cours, une recherche plus générale que je mène sur les commentaires latins au Parva Naturalia d'Aristote, les petits traités de philosophie naturelle qui, parce qu'ils ne jouissent pas de la noblesse de la noétique du De Anima, ni de la primauté de l'objet de la métaphysique, encore moins de la dignité de la théologie, font souvent figure de parents pauvres de la recherche en philosophie médiévale, à la notable exception de Peter de Lemans, auquel je rends hommage ici. Ces traités forment cependant une collection de 9 courts textes portant sur des thèmes essentiels tels que la sensation, la mémoire, le rêve, sans lesquels la psychologie d'Aristote ne peut tout bonnement pas être comprise. J'ai choisi pour commencer de suivre leur ordre d'arrivée, d'entrée dans le Moyen-Âge latin, et j'ai donc commencé par les commentaires au De Memoria et Reminiscentia. C'est de cette recherche dont je voudrais aujourd'hui vous donner un extrait. Quel est l'objet de la mémoire ? Si on en croit Aristote et le sens commun, il s'agit de la connaissance des choses passées. C'est justement par cette dimension temporelle, son rapport au passé, qu'Aristote la distingue de la sensation, qui porte sur le présent, et du futur, qui est un objet d'opinion ou de prédiction. Voilà. D'emblée, dès les toutes premières lignes du De Memoria, Aristote bannit la possibilité d'un souvenir du futur. Il faut examiner d'abord ce qui caractérise les objets de mémoire, car on se trompe souvent à leur propos. En effet, il n'est pas possible de se souvenir du futur, d'où mon titre, qui est l'objet de conjectures et de prévisions. Il n'y a pas non plus de souvenir du présent, mais c'est là l'objet de la sensation. Par l'intermédiaire de celle-ci, en effet, nous ne connaissons ni le futur ni le passé, mais seulement le présent. La mémoire porte, quant à elle, sur le passé. La mémoire porte quant à elle, sur le passé. La flèche intentionnelle du souvenir s'inscrit structurellement en opposition à la flèche du temps. Ce rapport au passé distingue la mémoire de la sensation en acte qui porte sur le présent. Toutefois, la mémoire dérive bien de cette même sensation dont elle a conservé une trace, qu'Aristote décrit comme une certaine image, une copie, eikon, d'une chose passée. Pourtant, cette première approche temporelle de la mémoire ne va pas s'en poser un problème majeur qu'Aristote formule sous une aporie célèbre. Se souvient-on de l'image ou de la chose ? Si lorsque je me souviens, j'ai une image présente à l'esprit, l'actualité de cette expérience vient contredire la définition de la mémoire comme quelque chose du passé. À l'inverse, comment pourrais-je me souvenir de quelque chose de passé, c'est-à-dire d'une chose qui n'existe plus présentement ?
Ce problème de savoir s'il n'y a de mémoire que du passé ou au passé devient un lieu commun des commentaires médiévaux des Memoria. On la trouve notamment chez Pierre d'Auvergne, Raoul Le Breton et chez Jean Jondin, chez de nombreux anonymes dans des questions éditées récemment par Sten et Benson. Et on la trouve également dans le commentaire de Jean Buridan, qui a au moins le mérite de poser la question de manière ouverte, sous forme d'une alternative. Utrum memoria sit solum praeteritorum, vel etiam presentium. Est-ce qu'il n'y a de mémoire que des choses passées ou aussi présentes au présent? Ceci forme la première question, donc la question liminaire de son commentaire, sur laquelle je vais à présent me concentrer. Dans cette question inaugurale, Buridan y soutient une thèse étonnante. La mémoire conserve bien les images des choses passées, elle peut également porter sur le présent et au-delà même se tourner vers le futur. À ma connaissance, Buridan est le seul à soutenir, contre Aristote, la possibilité d'une mémoire du futur. L'exemple qu'il donne est le suivant. Je peux tout à fait me souvenir de l'Antéchrist. En effet, je peux dire qu'hier, j'ai pensé à l'Antéchrist, phénomène que je pourrais avoir craint, espéré, prédit, c'est selon, ou même en avoir parlé, ieri cogitavi, vel locutus fui de Antéchristo, et en un certain sens, je me souviens de lui, memoriam habeo de Antéchristo. Donc, l'Antéchrist doit bien, d'une certaine manière, être dans ma mémoire. Comment se souvenir de l'Antéchrist ? Chose que je n'ai jamais vue et que je peine même à me représenter. Comment se souvenir du futur est-il seulement possible? J'ai donc tâché de remonter la piste de l'Antéchrist dans les œuvres de Buridan, et cette enquête m'a permis de le débusquer dans son lieu propre, la logique, où il représente le cas, casus, paradigmatique des objets futurs, de ce qui n'existe pas encore, mais qui sera. C'est donc tout naturellement qu'on le trouve dans les traités des prédicaments, dans le traité des suppositions et des conséquences, et dans la littérature des sophismata, en particulier dans le troisième sophisme qui analyse la proposition « l'Antéchrist existe ». Or, l'Antéchrist n'est pas une chimère, cas typique de l'objet impossible, mais une chose qui sera bel et bien engendrée au futur. Fait intéressant, on en trouve également deux occurrences dans les questions sur l'âme. La première fugitivement au livre 2, la question 13, lorsque Buridan définit les caractéristiques d'un objet visible, susceptible d'être vu, et de manière plus enrichissante au livre 3, la question 14, où il se demande donc, si, de même que nous pouvons intelliger Aristote et l'Antéchrist, est-ce qu'on peut intelliger Aristote et l'Antéchrist, puisque nous en parlons souvent, et cependant, il n'existe pas, dans la traduction de Joël Biard, que je remercie ici. Aristote ou l'Antéchrist? Beau contrepoint de deux objets inexistants, l'un parce qu'il n'existe plus, il est au passé, et l'autre parce qu'il n'existe pas encore, mais adviendra. Buridan soutient que l'Antéchrist peut être intelligé indépendamment de toute existence actuelle. Ce faisant, dans cette question, Buridan apporte des concepts forgés dans les discussions logiques sur les conséquences et les sophismes dans le cadre de la théorie de l'âme. Cet indice nous permet d'émettre une hypothèse, celle que c'est exactement ce même transfert des outils logiques qu'on retrouve dans le De Memoria, et que c'est précisément ceci qui va remodeler l'architecture du souvenir en profondeur. Pour répondre donc au problème initial de savoir s'il n'y a de mémoire que du passé, Buridan examine l'acte de mémoire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il se produit lorsque quelqu'un se souvient de quelque chose. Or, le souvenir factuel, le souvenir de X, d'un X, est reconduit à un type de mémoire déclarative et donc assimilé à un acte de langage,
nullus dicit se memorare. Sur ce point, Buridan suit le De Memoria de Thomas d'Aquin, où le souvenir est interprété comme un énoncé que l'âme profère en son fort intérieur, se disant en elle-même « j'ai entendu, senti ou intelligé ceci auparavant ». Donc, lorsque l'âme se souvient, elle prononce en elle-même qu'elle a entendu, vu ou intelligé quelque chose auparavant. Buridan va radicaliser cette tendance en montrant que le souvenir engage une attitude propositionnelle et peut donc s'analyser comme un énoncé sui référentiel où le sujet s'attribue des actes de sensation et de connaissance passées. Il est donc analysé sous la forme « se souvenir que ». C'est pourquoi Buridan va décomposer la proposition mentale du souvenir dans ses éléments atomiques. Donc, je reprends la citation. Dicit se memorari, qui ipse vidit Platonem, vel audivit sortem, ved quod alias consideravit de triangulo. Un souvenir requiert donc 3 composants élémentaires. Premièrement, une chose, quelque chose, Socrate, Platon, un triangle. Deuxièmement, un acte d'appréhension passée de l'âme, de sensation, vidit, vel audivit, et même de connaissance, consideravit. Troisièmement, un moment, le temps dans lequel cet acte s'est inscrit. À ces 3 types de choses, Buridan ajoute que la mémoire, puissance de conservation, doit préserver 3 représentations correspondantes. Autrement dit, un doublon représentationnel de ces 3 éléments, c'est-à-dire de la chose, de l'acte cognitif et du moment dans lequel cela s'est produit. J'ai fait un schéma à peu près de cette citation. Donc il faut bien avoir tria reservata. Donc on a une division entre d'un côté ce qui est représenté et la représentation mnésique de la chose, de l'acte psychique et du temps. Sur ce point, Buridan suit de nouveau Thomas d'Aquin, pour qui le souvenir provient de la revivification d'une appréhension passée de l'âme, dont la mémoire a conservé la trace sous la forme des espèces mémorielles. Par ce type de représentationnalisme assumé, Buridan distingue l'objet de la mémoire, le représenté, de son contenu, la représentation conservée par la mémoire, ce qui lui permet d'établir que l'objet premier du souvenir est bien cette espèce conservée dans la mémoire, l'espèce mémorielle, renvoyant la référence réelle à n'être que la cause prochaine du souvenir. Aussi, les représentations conservées dans l'âme permettent-elles de faire retour indirectement aux choses ou aux événements qui ont produit ce souvenir en nous. De la sorte, Buridan résout l'aporie initiale de savoir s'il n'y a de mémoire que du passé, en distribuant une dimension temporelle à chaque composant du souvenir. Conservées par la mémoire, les représentations de la chose, de l'acte et du temps sont bien au présent, et leur présence en l'âme forme même la condition nécessaire pour qu'un souvenir se produise. Du côté des choses représentées, en revanche, Buridan établit relativement rapidement que l'acte psychique et le moment dans lequel il s'est inscrit sont du passé, au passé. Beaucoup plus originale est la temporalité propre à la res, à la chose du souvenir. Alors qu'elle pourrait très bien être considérée comme appartenant au passé, Buridan va la libérer de toute restriction temporelle. Ceci implique que l'objet du souvenir n'est pas nécessairement temporel. Ainsi, ce dont je me souviens, le souvenir de X, peut tout autant désigner une chose passée que présente et même future. La référence réelle de l'acte de mémoire est indifférente à son inexistence actuelle, puisqu'on voit elle peut se tourner vers une chose du passé, Socrate, Aristote, Platon. C'est pourquoi elle peut être tout également indifférente à une inexistence future, comme dans le cas de l'Antéchrist. Par là,
Buridan admet tout à fait qu'il soit possible de se souvenir des choses futures et que la mémoire soit tournée vers l'avenir. Sa position ressort avec plus de force si on la compare avec Thomas d'Aquin, qui admet tout à fait la possibilité du présent, d'une mémoire du présent, d'une part parce que le souvenir s'opère sur la base de la présence sous la forme d'habitus des appréhensions passées de l'âme, et d'autre part, comme il l'indique dans le texte que je vous ai mis ici, parce qu'il est indifférent que la chose considérée, c'est la fin du texte que j'ai surligné en gras, que la chose considérée soit définitivement passée ou pas, écrit Thomas d'Aquin, admettant par cette simple remarque la possibilité d'une mémoire du présent, tout de suite adossée à une belle citation de l'Énéide, dans laquelle il est dit qu'Ulysse s'est souvenu ou s'est rappelé à lui-même à la vue d'Ithaque. Buridan dépasse les premiers acquis de Thomas d'Aquin en étendant le souvenir à tout type d'actes psychiques, en incluant même ceux dont le corrélat est situé dans l'avenir. De la sorte, sa théorie fait droit à des actes cognitifs orientés vers une futurition, par exemple, croire, espérer, souhaiter, prévoir, craindre, redouter, des phénomènes psychiques tels que l'attente ou le désir amoureux, des faits intentionnels typiques, banals, quotidiens, comme le fait de se souvenir ou de se rappeler d'un rendez-vous qui aura lieu dans 2 jours, et même d'actes d'énonciation comme le fait de promettre. Cette analyse du langage de la pensée révèle que les phénomènes du souvenir et de l'anticipation relèvent d'une même structure narrative. Cette possibilité du souvenir du futur s'étaye pour Buridan sur plusieurs arguments. Premièrement, sur la dimension réflexive du souvenir. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de proposition sui référentielle, et c'est ce qu'on avait vu dans la citation antérieure. Voilà. Dicitse memorari, qui ipse, etc. Le souvenir se fonde sur une certaine conscience de soi à travers le temps, ipse, et sur notre capacité de suivre le temps à la trace et de nous réapproprier différentes dimensions de nous-mêmes à travers le temps. Étant donné que le souvenir exige de se rapporter depuis le présent de l'énonciation à une chose ou à un événement passé, il est également possible de l'étendre vers le futur lorsqu'on se projette dans l'avenir en imaginant un événement qu'on attend, qu'on espère, qu'on redoute, comme vous voulez. Le caractère intrinsèquement diachronique du souvenir conduit le sujet à se déplacer mentalement d'un point du temps à un autre, donc du présent en direction du passé, et donc à se décentrer dans le temps, dans un phénomène qui est étudié en philosophie contemporaine de l'esprit, dans un phénomène de migration temporelle assimilé à une forme de voyage mental à travers le temps. Donc là, je vous ai mis un peu de littérature sur ces voyages mentaux à travers le temps et surtout la possibilité qu'il y ait donc des voyages mentaux tournés vers le futur. En particulier l'article de Denis Perrin et de Kurken-Michaelian que j'ai utilisé ici. Rien ne semble alors interdire qu'un tel décentrement ne s'opère également de manière prospective. Si je peux remonter le cours du temps, je peux également me souvenir de l'impatience que je ressentais lorsque j'étais petite, enfant, la veille de Noël. Cet événement, Noël, m'apparaîtra toujours à venir en lettres d'attente, alors que mon expérience, l'impatience, est aujourd'hui du passé révolu. Et pour Buridan, cette extension de la mémoire vers l'avenir est justement permise par le type de verbe qui régit la proposition du souvenir. Memorare est tout comme cognoscere, connaître, intelligere, comprendre, ou même supponere, supposer, un verbe intentionnel, c'est-à-dire un verbe qui signifie un acte de l'âme.
Reprenons la question sur l'âme en 3.14, où Buridan soutient la possibilité d'une intellection de l'antéchrist. Il écrit « Lorsque j'intellige l'antéchrist, j'intellige un certain étant, non pas cependant un étant qui est, mais un étant qui sera. Il a été en effet dit dans la logique que les verbes tels que j'intellige, je signifie, etc., étendent les termes avec lesquels ils sont construits à supposer pour les choses passées et futures, même pour les possibles qui ne seront pas et n'ont pas été. Dans la logique, l'antéchrist est le prototype exemplifiant l'ampliation de supposition des termes. On appelle ampliation cette extension temporelle de la référence d'un terme au-delà de la référence actuelle d'énonciation de la proposition, c'est-à-dire son extension au temps passé et au futur. Une telle amplification de l'objet de la mémoire est suscitée par le verbe memorare, c'est-à-dire dans sa formulation même, le souvenir nous place dans un cas de supposition, rendant possible l'ampliation de son objet, c'est-à-dire sa non-restriction au passé, donc en direction du futur, et même à la modalité du possible, et nous place également dans ce que Buridan appelle dans un cas d'appellation de raison. Dans cette citation, Buridan fait référence à sa logique. En effet, dans la petite somme de logique, il montre que les verbes intentionnels modifient la supposition en changeant la référence des termes qui les suivent. Ils signifient des actes de l'âme et appellent les raisons sous lesquelles ils sont signifiés. C'est-à-dire que dans un cas de supposition normale ou personnelle, les verbes appellent immédiatement les choses qu'ils signifient, mais dans le cas des propositions régies par un verbe intentionnel, penser, connaître et donc se souvenir, les verbes appellent les raisons sous lesquelles ils sont signifiés. De ce fait, l'objet du souvenir n'est que le signifié ultime de la proposition mémorielle. Lorsque quelqu'un déclare se souvenir, le verbe memorari signifie les raisons, autrement dit les représentations conservées dans la mémoire, sous lesquelles une chose passée, mais aussi présente et même future, peut être ou a pu être intelligée ou signifiée. Le souvenir forme donc un complexe propositionnel où les termes supposent pour les représentations mémorielles de l'acte psychique, de la chose et du temps. C'est donc par une telle ampliation des termes et par cette appellation de raison qu'une ouverture du souvenir vers le futur est autorisée. Buridan ramène l'objet de la mémoire, l'antéchrist en l'occurrence, à deux types d'actes psychiques, l'un cognitif, cogita oui, l'autre énonciatif, locutus fui. Bien que ces deux actes aient bien tous les deux été effectués au passé, leur référence, leur objet, leur corrélat, ce sur quoi ils portent, peut advenir au futur. L'objet de la mémoire est le signifié ultime de la proposition mémorielle, dans la mesure où, comme on vient de le voir, ce sont les représentations psychiques qui tiennent lieu de signifiés immédiats. De la sorte, Buridan soutient que l'âme, en conservant la trace de ses actes d'anticipation passés, est également ouverte vers l'avenir. Pour finir, je me propose de desserrer un peu la focale et je ferai comme Buridan, non pas une, mais plusieurs conclusions. Prima conclusio. Que retenir de ce petit échantillon du De Memoria de Buridan? Principalement, que le fonctionnement de la mémoire ne se réduit pas à être la récurrence diachronique d'une expérience passée. Alors que d'autres auteurs comme Pierre d'Auvergne, Raoul Le Breton, Thomas d'Aquin vont défendre l'idée que se remémorer, c'est réactualiser une appréhension passée de l'âme, Buridan montre que le souvenir, libéré de toute restriction temporelle, inclut des objets futurs et même possibles. Ceci a pour conséquence de venir briser une explication intégralement causaliste du phénomène de la mémoire.
En effet, de l'Antéchrist, je n'ai aucune expérience. Et pourtant, notre mémoire est peuplée de choses ressenties, d'événements vécus, mais également de foules d'objets futurs, d'espoirs possibles, de souhaits déçus, et même de personnages de fiction. De la sorte, j'espère avoir montré à partir du cas de l'Antéchrist la manière dont la logique, la logique médiévale, en particulier la sémantique des termes, vient travailler et transformer en profondeur la psychologie au Moyen-Âge et la façonner jusque dans ses moindres détails. Deuxième conclusion, plus généralement, j'espère avoir souligné l'importance d'une étude des parva naturalia, terrain encore en friche, terra incognita de la recherche en philosophie médiévale, qui, de par l'espace de dialogue inédit qu'il offre entre les sciences, la logique, la physique, la psychologie, mais aussi la médecine, offre des éléments doctrinaux d'une richesse et d'une originalité qui font que les parva naturalia ne sont pas qu'un simple appendice au De Anima. Tertia et ultima conclusio. Où va la philosophie médiévale? C'est un tel effort de projection que tu nous as convié, cher Alain. Le risque pour une discipline historique, c'est de rencontrer une crise du futur, crise d'une discipline en mal d'avenir, et qui viendrait s'enfermer dans la passéité et se condamnerait à la compulsion de répétition des grandes commémorations. Comme tu l'as montré dans ta leçon inaugurale, en reprenant la méthode de Collingwood du Constructive Reenactment, la tâche de l'historien de la pensée est de réeffectuer les CQR, les complexes de questions-réponses. Les textes médiévaux ne sont pas des monuments. Si le passé est encore à l'œuvre, au travail dans les strates du présent, et si toute histoire est bien une remise en acte, selon le mot de Ricoeur, du passé, il faut, pour se remettre en route et à l'ouvrage, suivre une piste, c'est-à-dire ouvrir une réflexion sur le devenir de notre discipline. Cela ne peut se faire, il me semble, sans point de fuite, sans direction, sans perspective. Ce projet ne doit pas être compris au sens de ceux qu'on irait déposer à l'Agence nationale de la recherche comme un programme intégralement conçu, donc clos sur lui-même, mais de manière ouverte, comme un horizon d'attente qu'il convient ensemble de dégager. Faire l'histoire de la philosophie s'apparente donc à une forme de voyage mental à travers le temps. C'est pourquoi il nous faut cartographier les manques, les absences, les points aveugles, les interstices, baliser nos chantiers en cours et établir un repérage exact de ce qui n'a pas encore été fait ou pensé en vue de le mettre sur notre plan de travail, sur le métier. Et c'est un tel état des lieux pour un tel état des lieux que tu nous as réunis, comme à une invitation à revisiter le passé et, à partir des possibilités du présent, à faire vivre l'histoire de la philosophie médiévale en déterminant de concert, plus précisément peut-être, nos attentes quant à l'avenir. Je vous remercie.